Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, ceux et celles qui sont connectés sur le live de la région Centre-Val de Loire pour cette étape chartraine des Human Tech Days. Je tiens tout de suite à excuser Guillaume Crépin, l'élu en charge du numérique qui devait faire cette introduction. Malheureusement, il a été retenu de toute dernière minute, donc il s'excuse vraiment de ne pas être avec nous. Je sais qu'il nous regarde en ce moment et je tiens à le saluer. Il nous a accompagnés sur chacune des étapes de cette tournée des Human Tech Days qui viennent interroger la place du numérique dans notre société et qui viennent, selon les différentes thématiques, questionner les différents enjeux. Donc aujourd'hui, on est sur un enjeu de sobriété, d'impact environnemental du numérique. Et la dernière étape, ça sera le 26 avril à Tours, sur les enjeux d'inclusion et de médiation numérique. On sera sur la salle qui s'appelle le MAM, ou la MAM, je ne sais pas comment on dit, à Tours. Donc voilà, ça sera la dernière étape. Et donc aujourd'hui, on va donner la parole à un certain nombre d'acteurs régionaux et nationaux sur ces sujets-là. Et donc je vais humblement passer la parole à Pierre Lagarde qui a préparé cette table ronde, qui est membre du Conseil régional du numérique et qui va avoir cette lourde tâche d'animer cet après-midi autour de ce grand témoin et de ces témoins régionaux. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont eu le courage de venir s'installer pour présenter un sujet qui est quand même un peu ardu, qui est la sobriété numérique. Je prends juste quelques minutes pour me présenter et expliquer pourquoi ce sujet m'intéresse énormément. Donc aujourd'hui, je suis directeur, on va dire, des systèmes d'information dans une structure privée qui s'appelle Keolis, qui s'occupe de transport notamment sur Orléans. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en étant ingénieur agronome. Donc je côtoie le numérique tous les jours maintenant, mais j'ai toujours derrière cette idée ou ce ressenti de la problématique environnementale. Et numérique et environnement, c'est deux sujets qui ne sont pas toujours d'accord. Et encore plus aujourd'hui où on parle beaucoup de transformation numérique, transformation digitale. Et de l'autre côté, on parle aussi de transition écologique. Donc comment on va mixer les deux? Comment on va croiser ces deux types d'informations? Il y a un enjeu et un choc qu'on va essayer de décrire avec les intervenants qui sont ici présents. Et cette journée, elle tombe bien, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais le GIEC a encore publié un dernier rapport en indiquant l'urgence qu'il y avait à changer dans nos pratiques, dans notre quotidien, pour atteindre ce fameux plus 1,5 degré de température supplémentaire dans les 50 prochaines années. Et le numérique a un rôle à jouer. Juste sur la France, on sait que le numérique produit environ 17 millions de tonnes de CO2 par an, soit de 5 à 3% de la production de CO2 de France. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est plus en termes de chiffres. Donc le numérique n'est pas un sujet négligeable pour notre problématique de changement climat. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est plus que ça. C'est aussi tous nos matériels informatiques, les matériaux qui y sont utilisés, les terres rares qui sont exploitées. C'est les enjeux de la biodiversité qui sont derrière. Donc on a énormément d'enjeux, je trouve, sur le numérique. Et continuer cette transformation digitale, je dis tiens, c'est un sujet qui me plaît, mais en étant conscient que le numérique est un sujet et a un impact sur l'environnement. Et comment on arrive à ce numérique responsable, je pense que c'est le terme qui va être souvent donné, comment on arrive à faire du numérique responsable au quotidien. Moi, en tant que directeur d'un système d'information, vous, en tant que citoyen qui achetez des téléphones portables, ou les associations, ou les entreprises, comment elles se sont adaptées. Et je pense qu'on va pouvoir bien illustrer et trouver des idées pour définir justement cette transformation numérique vue par l'humain sur la région. Je vous donne juste un petit élément de logistique pour ceux qui souhaitent poser des questions, puisque l'idée c'est d'arriver à construire des idées pour la transformation et la transition énergétique et numérique sur la région. N'hésitez pas à envoyer des messages. Alors il y a un numéro de téléphone pour envoyer par SMS, donc je le donne, c'est le 07 67 77 62 22. Normalement je crois qu'il va s'afficher tout au long de la présentation. Et on va introduire progressivement les personnes, mais je vais demander tout de suite à Rémi Maronne d'intervenir pour qu'il nous présente, qu'il se présente et qu'il présente qu'est-ce qu'il y met derrière cette fameuse sobriété numérique. Bonjour, merci pour l'introduction.
Je vais effectivement parler pendant une trentaine de minutes du sujet de... Alors, on dit plutôt numérique responsable à l'Institut du numérique responsable. Il est vrai que le terme sobriété numérique, on se l'approprie peu. Peut-être pour la simple raison qu'il est sans doute un peu réducteur par rapport en fait à l'ensemble des enjeux. Et avant de dérouler du coup ma présentation, je vais peut-être essayer de la résumer de la manière la plus simple possible en introduction, de manière à ce qu'on puisse comprendre à peu près le message que j'essaie de faire passer. À l'Institut du numérique responsable, qui est l'organisation pour laquelle je travaille le plus, on va dire. Voilà. Le plus parce que je suis aussi investi sur d'autres sujets, vous voyez, dans le marketing digital, donc ça fait toujours un peu sourire parce qu'il y a un petit côté bullshit et puis j'ai essayé un peu de mettre du sens. Mais en même temps, je crois que le marketing, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire le marketing de l'Institut du numérique responsable, ni plus ni moins, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis là pour faire le marketing, de pousser le message en tout cas de c'est quoi un numérique plus sobre. Donc après, ce qu'on y met derrière la notion de marketing, honnêtement, voilà. Si là aujourd'hui, en fait, il y a une retranscription en direct sur Facebook et d'autres réseaux de cette rencontre, c'est bien aussi qu'on essaie de promouvoir le message. Donc voilà, le marketing a du sens, tout dépend de ce qu'on promeut derrière. En tout cas, j'affiche ici juste simplement le fait que, effectivement, que je travaille pour l'Institut du numérique responsable principalement, et c'est cette association que je représente aujourd'hui. Et le message en fait que je voudrais faire passer, je vais vous mettre le sommaire de ce qu'on va aborder, mais le message que je voudrais faire passer, c'est que, bien sûr, en fait, l'enjeu environnemental, il est criant aujourd'hui. Aujourd'hui, l'empreinte environnementale du numérique, c'est 4%. 4%, c'est énorme. Je vous montre quelques exemples après. Effectivement, 4%, c'est énorme. Bon. Ok, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, c'est pareil, c'est le GIEC qui le dit aussi, hein, il n'y aura pas de justice, on ne réglera pas la question de l'urgence climatique s'il n'y a pas une justice sociale. Je m'explique. Je pense que prendre le problème en fait, du numérique en le voulant absolument traiter l'empreinte carbone qu'il représente et uniquement par ce prisme, on n'y arrivera pas. Quelques exemples. Première chose, dans le numérique, alors le 4%, ok. Première chose, dans le numérique, il y a seulement 25% de femmes dans les métiers du numérique. On est bien, on est 5 ici, il y a une femme, parfait, on est bon. Quelle est la problématique en fait? La problématique en fait, c'est que ça fait je ne sais pas combien de centaines d'années qu'il n'y a que des hommes qui font des choses. En tout cas, qui montrent qu'ils font des choses, parce que les femmes font beaucoup de choses. Mais en tout cas, ceux qui montrent, ceux qui prennent les postes de direction, etc., ce sont que des hommes. Qu'est-ce qui se passe? On va dans le mur. Est-ce qu'on croit honnêtement en fait, qu'en continuant à agir de cette manière, on va y arriver? À titre d'exemple, vous savez que dans les métiers du développement durable, il y a 72% de femmes. 72% des métiers du développement durable sont occupés par des femmes. Ça semble hallucinant qu'aujourd'hui, on soit seulement, du coup, je dirais, une femme pour 5 personnes qui prennent la parole. Autre élément, on ne réglera pas la question si on n'arrive pas à gérer ça. Et ça, pour le coup, je pense que j'ai des acteurs qui, en face, sont plutôt bien au courant. 14 millions de Françaises et de Français se sentent exclus du numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un service du numérique qui est proposé, il y a des personnes qui sont en situation d'exclusion, soit par manque de compétences, soit par manque de matériel. Ça veut dire que, ok, je peux penser finalement l'outil qui va peut-être résoudre l'empreinte environnementale de quelque chose d'autre, d'un autre secteur. En même temps, si j'exclus derrière, si je ne suis pas capable de faire une application qui est téléchargeable par un device qui a, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans, si je demande nécessairement en fait, à chaque personne qui va utiliser mon application de télécharger la dernière application, alors, automatiquement, en fait, je vais déporter mon empreinte environnementale parce que je vais demander aux personnes de changer leur smartphone. Autre sujet encore. Problème éthique. Alors le problème éthique, on peut le présenter par plein de choses. Ici, j'ai juste illustré en fait le x3 entre guillemets pour dire que en 2021, il y a eu 3 fois plus de sanctions de la CNIL par rapport aux violations de données personnelles que l'année précédente. Bon, c'est un sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on collecte aussi beaucoup de données. Finalement, on ne pense pas forcément à l'empreinte environnementale derrière, évidemment, mais on ne pense pas forcément non plus au sens et à ce qu'on va réellement faire de la donnée. On collecte, ça rentre, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Une des règles qu'on essaie de fixer à l'INR, je le dirai à la suite, on n'invente pas grand-chose honnêtement, mais on essaye simplement de dire et de questionner à chaque fois l'utilité de ce que l'on fait. Est-ce que c'est utile, utilisable et utilisé? Et ça, c'est des choses qui me semblent assez nécessaires. Dans l'éthique, et je ne crois pas que je le détaille plus que ça après, mais dans l'éthique, en fait, il y a aussi l'éthique de mon business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut parler de numérique responsable, on peut parler de sobriété numérique. Maintenant, ça dépend comment je conduis mon business. Je crois qu'il y a des acteurs qui sont plutôt engagés.
autour de moi. Je prends juste un exemple. Je peux faire le meilleur service de livraison de courses, et Dieu sait si dans les villes et dans de très nombreuses villes de France ça pullule, où vous avez tous ces livreurs indépendants qui sont là. Mais quand ces personnes-là ne sont pas embauchées par l'entreprise qui les fait travailler pour livrer les courses de l'un ou de l'autre, et qu'on les paye une misère en plus pour faire ça, on ne leur donne aucune chance d'engager eux-mêmes leur propre transition écologique. Donc de fait, il n'y a pas de numérique responsable si en fait on ne cherche pas à embrasser le sujet, je dirais, de manière assez large. Et je pense que c'est un peu le message aujourd'hui. Alors bien sûr, à l'Institut du numérique responsable, on travaille beaucoup sur le sujet du carbone, parce qu'il y a un prisme du départ, en fait, où on s'est beaucoup intéressé à ce sujet dans un collectif qui a travaillé de 2014 à 2018 sur le sujet du Green IT, donc vraiment de l'empreinte environnementale du numérique. Pour autant, on essaye vraiment de s'appuyer du coup sur... Je sais pas, oui, c'est diffusé ici. Du coup, on essaie beaucoup de s'appuyer sur ce triptyque, là aussi on n'a rien inventé, mais qui est plutôt intéressant, je trouve, parce que il dit bien en fait ce que j'essaie de vous dire depuis 2-3 minutes, c'est que oui, bien sûr, on doit créer un numérique qui est soutenable pour la planète, mais qui doit être profitable à toutes et tous dans un souci de la répartition de la richesse créée. Et je crois que c'est vraiment en prenant l'ensemble de ces composantes qu'on sera capable de créer un numérique qui va effectivement contribuer à vraiment résoudre le problème environnemental qu'on essaie de soulever, et qui en plus permettra d'avoir une société nettement plus vertueuse. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique, et puis après, je ne fais qu'illustrer en fait ce que je viens de vous dire à travers pas mal d'exemples. Alors bon, bien sûr, tout cela s'inscrit dans les objectifs de développement durable, je ne vous apprends rien, ça je vous l'ai dit. On existe depuis 2014 du coup sous la forme d'un collectif, mais en 2018, il était temps de créer une association, et puis d'élargir du coup le sujet du Green IT à quelque chose de donc plus large, le numérique responsable. Et puis, s'il y a des personnes en Suisse et en Belgique qui ont envie de faire la même chose, c'est parce qu'elles ont bien senti également qu'il y avait une problématique. Donc on a 2 associations sœurs aujourd'hui qui existent en Suisse et en Belgique. Ok, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? En Europe, globalement, c'est 170 organisations qui adhèrent à l'INR, à l'Institut du numérique responsable. Je crois qu'on essaie d'être le plus représentatif du tissu économique des pays qui nous ont rejoints. Bon, nos outils, globalement, on n'a rien d'exceptionnel. On fait adhérer des organisations. On a une charte numérique responsable. N'importe qui peut la signer, n'importe quelle organisation peut la signer. Quand c'est un acteur public qui la signe, par exemple, par contre, c'est pas juste un bout de signature en bas à droite, c'est une décision, une délibération en conseil d'administration qui vient du coup acter que oui, on s'engage vers. D'accord ? Mais c'est vraiment un premier pas, un premier niveau d'engagement. On a un autre outil qui s'appelle le label numérique responsable, qui, bon, comme tout label, a pour objectif de valoriser, évidemment, et de structurer l'action. Voilà, parmi des outils que l'on a pu produire et que l'on développe aujourd'hui. Ça, c'était tout petit peu pour situer finalement l'association. Maintenant qu'on a dit ça, donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous parlez donc de planète, de people, et puis on verra quelques solutions qu'on peut envisager. En gros, par rapport à la planète, je vous ai dit donc 4%, c'est énorme. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les comparaisons qu'on peut faire avec ce 4%. Oui, si c'était un pays, ce serait le plus grand pays émetteur de CO2, après l'Inde, la Russie, et d'abord la Chine et les États-Unis. Et puis la France, bonne élève, hein, formidable. Comme elle ne produit rien de tout ça, finalement, elle peut être bonne élève, mais elle consomme. Mais bon, c'est pas mon propos. En fait, le 4%, pourquoi je le critique? Parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même 4 milliards de personnes qui bénéficient du numérique, qui, certes, émet 4% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est quand même 60% de la population mondiale qui, chaque jour, bénéficie du numérique. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est de relativiser aussi l'empreinte. On a un problème de trajectoire, j'y viens juste après. Et il y a un problème, 4%, c'est énorme, bien sûr. Et il faut qu'on travaille dessus. Pour autant, et c'est aussi l'un des messages de l'INR, c'est de dire que le numérique, c'est notre avenir. On a un problème de trajectoire, mais pour autant, il peut aussi contribuer, et il le fait déjà, à réduire l'empreinte environnementale de l'humanité. Je prends juste un exemple. Il ne vous aura pas échappé qu'entre mars et mai 2020, vous savez, cette joyeuse période, où on a cru que ça allait être qu'une fois, cette période entre mars et mai 2020, il ne vous a pas échappé que le ciel s'est soudainement éclairci, alors que bon nombre d'entre vous et d'entre nous étaient en train de faire des visioconférences à tour de bras. D'accord ? Je pense qu'on n'a rien inventé, on a bien vu que la pollution atmosphérique s'était largement dissipée
alors que pour autant, on consommait l'électricité à ne plus savoir qu'en faire. Donc, c'est important de relativiser un petit peu tout ça, de se dire que bien sûr, il y a une empreinte qui est énorme, il faut qu'on cherche à la résoudre, et il faut qu'on cherche à y réfléchir, enfin, il faut qu'on trouve des solutions, ce qu'on essaie de faire au quotidien. En revanche, et je ne pointe pas le secteur de l'aviation, ce n'est pas le but, mais puisqu'on en parle beaucoup et qu'on fait beaucoup de comparaisons à ce sujet, aujourd'hui, en fait, vous avez 2% de l'empreinte environnementale qui provient de l'aviation commerciale. Pour autant, en 2018, vous avez seulement 11% de la population mondiale qui a pris l'avion. Ça, c'est un point qui est important, c'est de se dire que oui, bien sûr que c'est beaucoup, 4%, mais c'est aussi à relativiser par rapport à d'autres choses. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, et c'est ça qui est intéressant là aussi, par rapport à ce que je vous disais, en France particulièrement, mais bon, de manière globale, l'empreinte, elle se concentre beaucoup dans les équipements numériques. Pour autant, je reviens juste en fait dans ce que je vous ai dit précédemment. Si à chaque fois qu'on crée un nouveau service numérique, on demande à ce que la personne ait la dernière version du système d'exploitation ou un outil surpuissant pour pouvoir l'ouvrir, c'est bien qu'en fait les usages qui sont proposés entraînent un changement d'équipement. Donc en fait, il y a une boucle, ce n'est pas juste les usages dans un coin, les équipements de l'autre, non. C'est est-ce que je suis capable de produire un site internet qui va être accessible sur un réseau 3G de piètre qualité, qui va être accessible sur une machine qui n'est pas de la dernière génération et qui en plus va pouvoir être téléchargé par un téléphone qui n'a pas non plus le dernier équipement. C'est ça en fait un petit peu l'enjeu. Finalement, je dirais qu'une fois qu'on a compris ça et entendu cela, ben, allons-y, mettons-nous au travail pour justement essayer d'adopter des pratiques qui vont faire qu'on va développer toutes et tous des services qui seront réellement inclusifs. Et ça, finalement, moi, ce que j'aime bien, c'est que, je vous ai dit le mot inclusif, bah oui, en fait, quand je crée en fait, un outil qui, de fait, ne nécessite pas des ressources immenses, bah, je vais toucher plus de monde. Parce que tout le monde n'a pas le dernier téléphone à la mode, tout le monde n'a pas le dernier ordinateur à la mode, etc., etc. Et tant mieux. Mais justement, aidons à faire en sorte que tout le monde, finalement, n'ait pas besoin de changer son ordinateur tous les 2 ans. Allez, j'exagère un peu. Bon, le numérique, ça a beaucoup d'impact, et pas seulement du CO2, on parle beaucoup de CO2, c'est vrai quand on parle d'environnement, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres impacts également, que je n'évoquerai pas forcément en détail aujourd'hui, mais c'est bien de l'avoir en tête. Bon, je vous l'ai dit, le problème, c'est le scénario. Les courbes, vous voyez, si on allait vers le scénario sobre que définissait le Shift Project dans un de ses rapports, ce serait formidable, mais on n'y va pas forcément. Donc, bien sûr, comment est-ce qu'on essaye de résoudre ce problème ? Je continue du coup à enchaîner. Donc, je vous l'ai dit, bon, l'empreinte de la fabrication. Alors, pourquoi en fait on oscille entre 60, 80%, 67, etc. Simplement parce que les chiffres encore sont encore balbutiants finalement. On a compris qu'il y avait un enjeu assez fort au niveau du matériel, qu'en plus produire un smartphone, vous voyez ici, il y a un petit peu par rapport à un équipement numérique, globalement, où est-ce qu'il faut épuiser des ressources pour pouvoir le faire. Ça semble hallucinant. Donc, ce que dit l'ADEME, et ils le disent très bien, c'est que votre smartphone, il fait plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans votre poche. Ok, bon, on continue le constat. Sur les usages, donc je vous l'ai dit, alors ce qu'il faut comprendre sur les usages, c'est qu'il y a des choses qui sont très impactantes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Je prends juste un exemple. Bon, effectivement, il se passe beaucoup de choses sur Internet. La vidéo est un facteur consommateur de données assez important. Bon, il y a 3 ans, il y avait un rapport du Shift qui est sorti qui vous disait qu'il fallait arrêter le streaming absolument, sinon vous alliez casser la planète. Bon, je vous rassure, c'est pas vrai. Enfin, le Shift est même revenu dessus aussi. Ils ont accepté qu'il y avait eu peut-être des petites erreurs, etc., ou que ça avait été mal interprété, etc., etc. Donc, oui, aujourd'hui, la vidéo, c'est 60 à 80% là aussi de la bande passante d'Internet. Donc, en gros, quand on a enlevé la vidéo, déjà, il ne reste plus grand-chose. Bon, du coup, il y a un questionnement par rapport à ça. Moi, ce que j'aime bien en fait préciser ici, finalement, quand on voit le petit focus que je fais sur le chiffre 500 heures de vidéos mises en ligne. En 1 minute sur Internet, on arrive à mettre en place 500 heures de vidéos. En 1 minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, du coup, il y a quand même des milliers et des milliers de personnes qui uploadent au même moment quelque chose, et YouTube accepte toutes ces demandes, et ça passe sans problème. C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire qu'ici, en fait, ce n'est pas forcément la responsabilité de l'utilisateur d'être sur ces 500 heures de vidéos mises en ligne. C'est bien parce qu'on a conçu des services numériques qui ne sont pas du tout responsables à la base qu'on se retrouve avec des chiffres comme ceux-là. Dans un monde idéal, et dans beaucoup de services, ça se passe comme ça. Vous avez des plateformes, notamment les plateformes publiques, qui encore aujourd'hui vous disent « Ah, votre PDF fait plus de 20 mégas, monsieur, c'est pas possible. On ne va pas pouvoir l'uploader. » Ça, c'est un service qui est responsable, qui est sobre,
qui vient dire, en fait, il y a des personnes qui derrière, parce que moi ce que je trouve intéressant, c'est pas de calculer l'empreinte carbone d'un PDF de 20 mégas, on s'en fout, entre guillemets, j'exagère, mais on s'en fout un peu. Par contre, dire qu'un PDF qui fait plus de 20 mégas va pas pouvoir être téléchargeable par une personne qui a un réseau un peu lent, ça je trouve ça nettement plus intéressant. Et qu'en fait, on va être sur une démarche qui est beaucoup plus inclusive. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, 500 heures de vidéos mises en ligne, on pourrait dire, attendez, là, il y a déjà 10 heures de vidéos qui ont été basculées en 1 minute, il y a une file d'attente, revenez plus tard. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce que je crée un service responsable, en fait, qui finalement va entraîner des usages responsables. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est l'aspirateur connecté. Alors, il est très pratique, parce que du coup, quand on est au bureau, on peut vérifier s'il est bien passé au fond à droite dans la salle de bain. C'est quand même assez cool. Voilà, ça, je trouve c'est intéressant aussi. Bien sûr que l'empreinte, elle se concentre sur le matériel, mais il y a quand même un enjeu à réfléchir. Bien sûr, on est capable de minimiser la donnée aujourd'hui, mais quand on fait x23, on a forcément des questions qui se posent. Dernière chose sur les usages, donc les emails, partez du principe qu'entre trier sa boîte mail et allonger la durée de vie de son smartphone d'1 an, on allonge la durée de vie de son smartphone. Simplement sur les emails, j'aime bien repréciser le propos parce que malheureusement on a fait beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de communication qui s'est produite sur le sujet, parce qu'il y a un chiffre de l'ADEME qui est sorti en 2011 et puis il est resté. Bon. Aujourd'hui, moi ce que je dis toujours, et je le dirai à la fin de mon propos, c'est que si on veut changer, en fait, si on veut se questionner par rapport aux emails, c'est plutôt par rapport à notre rapport à la copie, par exemple. C'est-à-dire que quand on a une force en France, c'est de mettre tout le monde en copie de ces échanges emails, et qu'on a considéré qu'il était normal de recevoir une centaine d'emails par jour, à mon avis, on a plus intérêt à réfléchir sur l'impact cognitif que ça nous provoque que finalement l'empreinte carbone qui est développée après. À mon avis, c'est plus ça qu'il faut voir. Bien sûr que l'email a un petit impact, mais les chiffres en fait, de 2011 sont plus à considérer par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, et donc il faut sortir de cette communication. Non, des emails ne peuvent pas représenter 14 allers-retours Paris-New York, c'est pas possible. Et c'est important que ces chiffres-là, qu'on voit encore, ne doivent pas être considérés comme cela. Bon voilà, hop, ça on s'en moque. Sur les équipements numériques, on va accélérer un petit peu. Sur les équipements numériques, oui, tiens, ça c'est intéressant. Sur les équipements numériques, l'enjeu, en fait, ça se concentre beaucoup, l'empreinte se concentre beaucoup sur nos terminaux. Oui, un petit peu sur les centres de données et sur les réseaux, oui, bien sûr, mais c'est beaucoup sur nos terminaux. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Bon, c'est réparti à peu près, globalement, vous voyez, ordinateur, écran, téléphone. Ok, ensuite, j'enchaîne un petit peu, tiens, si ça c'est intéressant. Une tonne de terres rares produites, vous voyez, quand on parle d'une problématique, on ne parle pas seulement de carbone. Vous voyez que pour produire, ça c'est extrait d'un MOOC que l'INR produit, qui est disponible pour toutes et tous, qui s'appelle academy-nr.org. Vous voyez à l'écran que du coup, quand on produit une tonne de terres rares, on émet en fait une tonne à 1,4 tonnes de déchets radioactifs, parce qu'on est sur des mines à ciel ouvert, etc. Les terres rares, elles servent dans les smartphones, les équipements numériques, etc. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire ici? Une tonne 4, bon, en soi, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Est-ce que j'ai besoin d'une tonne de terres rares chaque année pour produire les smartphones? Bah oui, en fait, on a besoin de beaucoup. Aujourd'hui, on consomme 130 000 tonnes de terres rares par an. Voilà, juste pour dire, bah oui, on parle beaucoup de CO2, mais il y a d'autres choses aussi en termes d'impact. Bon, voilà, on change de smartphone tous les 2 ans, on recycle mal et on recycle peu, bien sûr. Et puis donc sur le people, bah, j'y reviens et ça fait complètement le lien avec aussi ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire et les entreprises ont un rôle à jouer, les collectivités, les écoles bien sûr, ont un rôle à jouer par rapport au fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans le monde de la tech, qu'on vit toujours avec des stéréotypes qui sont immenses sur ce qu'est le geek, que malheureusement aujourd'hui, on se satisfait trop de ces images. Ces images, c'est quoi? C'est 79% des entreprises, il faut se rendre compte du truc, des startups, 79% des startups financées en 2020 sont composées uniquement d'équipes masculines, 100% masculines. Ça veut dire que les mecs qui ont de l'argent, parce que je dis les mecs parce que du coup, voilà, les mecs qui ont de l'argent, ils sont allés investir dans des boîtes où il n'y avait que des équipes masculines, à 79%, ils se sont dit, ouais, comme ça on va y arriver. Du coup, on reproduit, et donc on a seulement 6% ou 4% d'équipes uniquement composées de femmes. C'est-à-dire quand même que les femmes se posent plus la question de aussi comment je crée en mixité. Et l'enjeu, c'est pas de dire il faut que des femmes ou que des hommes, il faut les deux, il faut de la parité, il faut de la vraie mixité. Donc je pense que vraiment on n'y arrivera pas sinon.
ce qui fait qu'on crée des services qui sont complètement idiots, où on crée des assistantes vocaux, enfin des assistantes vocales, plutôt que des assistants neutres, hein, finalement. Allez, j'ai assez parlé de problématiques, même si voilà, dans ces choses d'inclusion, l'accessibilité est encore un vrai sujet. L'accessibilité des sites internet est un vrai sujet également. J'ai eu l'occasion de parler d'inclusion aussi juste avant. Si je regarde un tout petit peu les solutions, parce que les problèmes, il y en a beaucoup, je vous ai parlé de ça au début, hein, sur le fait que les livreurs de courses sont rarement bien traités, malheureusement. Donc des pistes de solutions. Bon, déjà, voilà, c'est ce que je vous ai dit en introduction, on essaie de s'appuyer là-dessus. On essaye de se questionner en disant comment je crée de l'utile, de l'utilisé et de l'utilisable. Autre chose, celui qu'on aime bien, alors oui, nous on n'invente pas grand-chose à l'INR parce qu'on ne fait prendre que des choses qui existent. Mais c'est vrai que quand on se pose réellement la question de comment j'applique les 5 R au numérique dans ma situation, dans ce que je suis en train de créer, dans ce que je suis en train de faire, à chaque fois, en fait, je trouve que c'est des sujets qui sont super intéressants parce qu'en fait, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Si je reprends le service numérique que j'ai développé et je me dis, OK, est-ce qu'il est vraiment utile à 100% des gens? Est-ce qu'il est vraiment utilisable par 100% des gens? Est-ce que les fonctionnalités que j'ai pensées sont utilisables par 100% des gens? Est-ce que, rétrospectivement, ce que j'ai développé est utilisé par 100% des gens ou par une quantité suffisante qui fait que ma fonctionnalité, elle se justifie comme pouvant rester sur mon service? Ça, je trouve que c'est des choses qui sont hyper intéressantes. C'est simple à énoncer. C'est pas forcément facile de trouver les réponses, mais c'est simple à énoncer et ça nous fait forcément poser beaucoup de questions. En choses un peu plus concrètes, ce qu'on essaie de proposer à l'INR, c'est du coup des outils qui permettent de se sensibiliser au sujet, donc notamment ce MOOC qui est disponible pour toutes et tous, hein, je le disais tout à l'heure. On propose également un outil plus généraliste qui est un guide de bonne pratique autour du numérique responsable qui est co-développé avec la direction interministérielle au numérique et donc qui est disponible en ligne comme vous le voyez, vous cherchez guide de bonne pratique numérique responsable, vous allez le trouver. Il est pour toutes et tous. Et puis du coup, pour conclure mon propos, pour qu'on reste un peu dans les temps, je le disais, en fait, la question du mail, encore une fois, et même la question de notre rapport au numérique de manière générale, dans nos usages, en tant que consommateur, là je parle, hein, finalement, je ne parle pas à des entrepreneuses, des entrepreneurs, des collectivités qui mettent des services numériques en ligne, mais je parle vraiment par rapport à nos usages. Nous pensons finalement notre rapport, comment est-ce qu'on peut essayer finalement de travailler ce sujet de déconnexion, parce que plutôt que de penser par un prisme, encore une fois, carbone, je trouve qu'il est nettement plus intéressant de se dire qu'on a sans doute trop d'emails, trop de numérique, trop de notifications, et qu'en fait, l'enjeu, c'est sans doute de travailler là-dessus pour créer un numérique plus vertueux dans les organisations, entre les messageries instantanées, les emails qui restent ouverts en permanence, et c'est déjà pas mal, voilà, je pense qu'on a vraiment en fait, un enjeu à ce niveau-là qui se créera de la qualité de vie au travail aussi, pour toutes et tous, et qu'on arrivera à dire peut-être que les emails qui sont envoyés le samedi et dimanche, pour 80% des collaboratrices et collaborateurs, en fait, c'est pas utile, et il vaut mieux qu'on les empêche de le faire, et qu'on empêche les autres de les recevoir, parce que sur 80% des collaboratrices et collaborateurs d'organisation, c'est tout à fait possible. Les vraies urgences, hein, vous savez, ces mails urgents, ou même ultra urgents, j'ai reçu ultra urgent l'autre fois, ces ultra urgents, on les connaît, c'est pas forcément vrai. Donc l'enjeu, c'est plutôt de travailler sur ces sujets-là, je crois, si on parle d'email et de micro-usage, entre guillemets, ou d'usage que l'on peut avoir en entreprise. Voilà globalement pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi. Alors, déjà, premier point, ça fait plaisir d'entendre qu'on ne doit pas se sentir coupable de faire du numérique. C'est quand même un sujet, à mon avis, très important. On va parler de pas mal de sujets par la suite, et je pense qu'on va rentrer dans le détail de certains points que tu as mis en évidence. Mais on voit bien que le sujet de la sobriété numérique ou du numérique responsable, ça passe par beaucoup d'actions à mettre en même temps pour arriver à un résultat qui va aller vers une sobriété environnementale peut-être plus acceptable. Donc c'est bien de décomplexer le fait qu'on a le droit de faire du numérique. Je suis sauvé, je ne suis pas encore au chômage pour ma part. N'hésitez pas, alors s'il y a une question dans la salle, il faut la poser via le numéro de téléphone que je vous ai donné, qui je pense s'affiche pour ceux qui nous suivent en live. Je le redonne pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, donc c'est le 07 67 77 62 22.
Donc n'hésitez pas, si vous avez une question ou deux à poser suite à la présentation de Rémi pour qu'il réponde. Est-ce que là, dans mes 4 personnes que je vais ensuite laisser se présenter, il y a une question pour Rémi ou on se lance? Je regarderai s'il y a des questions pendant. Donc je vous propose qu'on aborde maintenant la table ronde avec 4 représentants qui vont être dans des mondes très différents, à la fois associatifs, à la fois plutôt sphère publique, on va dire de manière un peu large, et puis entreprises privées, et voir comment eux, concrètement, ils ont compris ce terme de sobriété numérique et qu'est-ce qu'ils en ont gardé. Et puis, comme on nous a rappelé qu'il n'y avait que 25% des femmes, je vais quand même avoir au moins la galanterie de commencer par Laure-Émilie Angenin de se présenter. Donc, ce que je vous propose à chacun, c'est de se présenter en quelques mots, de quel organisme vous êtes et presque un tout petit peu en quelques mots, pourquoi vous êtes ici autour de cette table. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour les statistiques, on est mal, parce qu'en plus, je ne suis pas dans le numérique, mais dans le développement durable. Donc, je fais partie des 77% du développement durable. Donc, je suis Laure-Émilie Angevin, directrice de projet COP régional, au sein du Conseil régional Centre-Val de Loire. Donc, la COP, juste en quelques mots, est un processus de mobilisation et de passage à l'action qui a été mis en place en région Centre-Val de Loire, à l'initiative de la région, de l'ADEME, de la Banque des Territoires, du WWF France, et qui a vraiment comme ambition d'aider l'atteinte des objectifs énergie, climat. Et on travaille aussi sur le volet biodiversité, en mobilisant, en permettant aux différents acteurs du territoire de se mobiliser, d'être sensibilisés aux enjeux de transition, de comprendre quels sont les leviers d'action, et puis évidemment on les accompagne aussi concrètement sur la mise à place de projets pour pouvoir atteindre la marche qui est extrêmement haute. Et effectivement, le GIEC le rappelait hier dans son dernier rapport. Et s'agissant du sujet du jour, effectivement, indiquait que le numérique pouvait être une clé pour accompagner les transitions écologiques, mais qu'il y avait un grand risque d'avoir un effet contre-productif parce que nos usages explosent et qu'il est donc indispensable de travailler sur ces deux jambes-là, se servir du numérique pour développer de nouveaux services qui permettront la résilience de nos territoires, mais également de pouvoir rendre ce numérique beaucoup plus responsable. Merci Laure-Émilie. Je vais passer juste à côté pour que Pascal Gauthier se présente. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Gauthier, je suis président et fondateur de Beta Machine, donc une association à Chartres, un hackerspace de 600 mètres carrés, mais qui va passer à 2000 dans peu de temps. Hackerspace, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un espace dédié aux sciences, aux techniques, au savoir-faire, à la création, plus largement. C'est un espace aussi de rencontre en fait de citoyens et de professionnels qui trouvent un lieu pour partager leurs connaissances et développer tout un tas de projets. Et donc moi je suis là aujourd'hui pour présenter quelques expériences et expérimentations que nous avons pu mener sous l'angle de la sobriété à Beta Machine. On reste dans le monde associatif avec Manuel Tourne. Oui, bonjour, donc moi c'est Manu, la Labomédia à Orléans. Alors nous on est une espèce de mix entre un hackerspace, Fab Lab, art numérique, non numérique également, voilà, plein de petites choses comme ça, très technocritiques, avec des logiques assez écologistes et féministes derrière. On essaie de travailler aussi sur les questions de technocritique et de sobriété numérique voilà, assez régulièrement, y compris à travers les pratiques artistiques, mais pas que. Voilà, et moi je suis là parce qu'on m'a demandé de témoigner. Et vous faites plus tout à l'heure. Et que vous faites plein de choses dans ce domaine-là. Et ben on va terminer par alors Charles Stelzen. C'est ça. Donc bonjour, je m'appelle Charles et je suis coopérateur dans la coopérative Néréide. Nous bâtissons des systèmes d'information, des gros ERP pour des grandes entreprises et nous sommes sur Tours. Voilà. Alors, tu as parlé de coopération? Oui, parce que nous, on pense que c'est un des éléments justement de la sobriété. On est plus sur la sobriété entrepreneuriale qui permet d'enchaîner sur tout un tas d'autres sujets. Mais voilà, c'était important pour nous d'être en coopérative. Intéressant, à revenir. Avant que je rentre sur le sujet, je vois que j'ai 2 questions, donc je vais les prendre et pour pouvoir les poser à Rémi notamment. Alors, il y a des questions... Je pense que tout le monde pourrait y répondre, mais on va demander déjà à Rémi de donner son avis.
Comment agir concrètement au quotidien pour la sobriété numérique? Vaste question. Ouais. Non, mais je pense que c'est pour éviter justement de se culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est simplement, encore une fois, prendre ce sujet sur l'allongement de la durée de vie de nos équipements. Nous, on dit en fait beaucoup, première chose, c'est allonger, déjà. Plus je peux allonger la durée de vie de mon équipement, mieux c'est. Donc, prendre soin de ses équipements, mettre une coque à son téléphone, un écran, ce qu'on veut, etc. Ensuite, une fois l'allongement, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est essayer de lui donner une seconde vie s'il est possible de le faire, à travers des organisations qui sont des éco-organismes qui sont en capacité de reconditionner des équipements. Et puis, si tout ça est épuisé, dernière chose, c'est le recyclage. Mais globalement, voilà, aujourd'hui, un smartphone, c'est 2 ans et demi de vie, en moyenne en France. Si je peux donner 1 à 2 ans de plus, voilà. S'il y a un geste à retenir, c'est ça. Tout à fait. Et ça marche aussi pour les entreprises. C'est un point important. Je peux juste en rajouter un, parce que je l'ai fait il y a quelques semaines. C'est Faites le MOOC que tu nous as proposé, qui pourtant c'est un sujet que normalement je devrais maîtriser. J'ai appris encore plein de choses. Donc très intéressant, et allez y faire un tour, vous y trouverez des bonnes idées. Deuxième question, qui évidemment amène à cette contradiction. Faut-il vraiment développer le numérique? Et en gros, pour sauver ma planète. C'est la contradiction. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le numérique, et c'est la seule chose en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le numérique. Parce qu'il y a quand même beaucoup de promesses, beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on peut arriver à faire des choses qui vont réduire l'empreinte globale de l'humanité. Mais la question, c'est un peu tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est est-ce qu'on arrive à vraiment se poser les bonnes questions quand on vient créer un service numérique, quand on vient créer un équipement numérique. Je pense que si on arrive à répondre à l'ensemble des enjeux, quand on adresse un service, et pas seulement avoir un prisme, soit people, soit environnement, parce qu'encore une fois, si je développe juste une application qui a pour objectif, je ne sais pas, de recenser tous les points, et Too Good To Go est une super application et je ne connais pas leur politique de sobriété au niveau environnemental, mais je prends Too Good To Go, qui est cette application qui permet de récupérer tous les invendus dans pas mal de commerces. L'application est géniale. Si en revanche, derrière, on est toujours obligé de télécharger, encore une fois, pour avoir bénéficié de cette application, si on a besoin du dernier modèle de smartphone, c'est sans doute dommageable parce qu'on va créer de l'empreinte environnementale ailleurs. Par ailleurs aussi, on peut se poser la question, est-ce que Too Good To Go induit des trajets en voiture qui n'existaient pas avant? Je pose des questions, et je ne veux surtout pas pointer l'application parce que c'est encore formidable ce qui est fait, mais malgré tout, c'est ça. C'est est-ce qu'on vient créer du trajet polluant en voiture en plus ou non? Et là, voilà. C'est là qu'aussi on va prendre l'ensemble des externalités. C'est ça qui est l'enjeu, c'est comment est-ce que je prends l'ensemble des externalités en compte. C'est pas juste mon service à un instant T qui vient résoudre un problème, c'est aussi tout ce qui va créer autour. Sujet compliqué, et, comme on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'était quand même un point important. La visioconférence évite un trajet, donc voilà. Faut-il arrêter la visioconférence ou faut-il arrêter les trajets ou peut-être arrêter les réunions tout court? C'est peut-être la solution la plus radicale. Merci beaucoup. Je vais revenir à nos quatre témoins pour leur poser la première question, un peu comme a déjà répondu Rémi, mais c'est quoi pour vous la sobriété numérique? Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Et concrètement, quelles sont les actions que vous pouvez illustrer, que vous menez dans vos différentes structures qui se rapprochent de cette sobriété numérique telle que vous la définissez? Alors, il n'y a pas d'ordre. Qui veut se lancer? Pascal? Allez, je prends celui du bout de la table. Je vois que tout le monde est d'accord. Voilà, tout le monde t'a regardé, donc je pense que c'est pour toi. Bon, écoutez, merci du cadeau. Eh bien, à Beta Machine, la sobriété de manière générale est un peu dans l'ADN de l'association. Depuis nos débuts, en fait, l'ensemble du matériel et du mobilier qu'on a dans nos locaux, en fait, est récupéré à 80-90%, disons. Donc ça fait vraiment partie d'un état d'esprit. On se pose beaucoup de questions sur l'économie d'énergie. Donc il y a peu de temps, en fait, on a récupéré des panneaux solaires, une vingtaine, et on les a branchés sur le réseau et pour pouvoir donc récupérer un petit peu d'énergie et le surplus le remettre dans le réseau.
Notre vocation est de partager la connaissance scientifique, technique, les savoir-faire, etc., au gré de moments de rencontres, d'ateliers collectifs. Et il y en a un récemment qui est mené par un de nos membres, qui est un peu spécialisé dans l'électronique, qui porte notamment sur la création de circuits électroniques à base de petites cartes Arduino, qui est bien connue dans le monde des makers, mais sous l'angle du low energy. Donc, comment faire pour concevoir en fait des circuits, des dispositifs électroniques qui vont consommer moins d'énergie. Donc voilà, c'est des réflexions dans lesquelles on est très régulièrement. On se pose même la question de temps en temps entre nous, ah oui, et tiens, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'électricité? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc voilà un peu pour la vie un peu au quotidien de l'association. Donc c'est vraiment la sobriété numérique y compris en fait est une réflexion un peu permanente à tel point qu'on a aussi pas mal de choses qui sont en dehors même de la sphère numérique dans nos activités autour du low-tech, de la couture, alors bon, des machines à coudre qui marchent quand même à l'électricité nucléaire, hein, mais il y a aussi de la vannerie, etc. Donc en fait, on a une grande diversité des activités. Pour ce qui est du numérique, on a eu une expérience assez remarquable au moment du premier confinement, puisque comme beaucoup de labs, on s'est posé tout un tas de questions à comment se rendre utile en fait dans cette situation un peu critique. Et on a mené un certain nombre d'actions, dont une qui touche particulièrement le numérique et qui concerne la mise à disposition d'ordinateurs en réemploi, en fait, qui ont été récupérés, retestés par nos membres qui étaient disponibles pendant ce premier confinement, et donc une petite équipe s'est formée pour vérifier en fait l'ensemble des matériels, remonter en fait des kits unité centrale, moniteur, clavier souris, et installer dessus du logiciel libre qui permet de facilement être installé sur des appareils un peu anciens, et surtout d'avoir un confort d'utilisation équivalent ou presque en fait à des marques commerciales plus connues. Et avec l'aide de la préfecture, en fait, on a pu redistribuer en fait ces ordinateurs qui étaient remis en fait en service. Ça a duré au moins 2 ou 3 mois. Et ils étaient distribués en fait au foyer, signalés pour la continuité pédagogique en fait, puisque à cette époque tous les enfants n'ont pas pu aller à l'école et le seul moyen c'était de le faire via le réseau. Mais certains foyers n'avaient pas d'ordinateur. Donc voilà en fait une logique en fait de réemploi, de réutilisation, de prolongement de vie en fait d'appareils qui était voué plus ou moins au rebut en fait, et qui ont trouvé en fait des utilisateurs là dans ce cadre un peu dans le cadre d'une expérimentation et d'une situation un peu critique en fait. Donc cette expérimentation était très intéressante parce qu'on a pu voir que c'était finalement assez simple pour nous en tant que lab de se mobiliser, de s'organiser pour faire ça ponctuellement sur un temps donné où tout le monde était disponible. Quant à le faire en fait de manière régulière, etc. En fait, on voit bien il faudrait imaginer en fait mettre en place des circuits de captation de ces appareils avec des partenariats avec des sociétés, des institutions, etc. pour pouvoir récolter ces appareils, avoir des gens qui vont être capables de tester tout ça et de les remettre en service. Et nous, on voit potentiellement des opportunités dans le futur à pouvoir accompagner ça par nos compétences techniques sur les usages, sur la maintenance aussi, la capacité à
à maintenir son ordinateur dans le temps, parce que un des problèmes d'ordinateur recyclé, c'est leur durée de vie. Elle est forcément un peu plus courte, elle est forcément aussi un peu plus aléatoire, donc la panne est souvent plus rapide, et on peut rapidement se retrouver en fait face à un appareil qui va se retrouver lui-même au rebut ou dans un placard chez nous. Donc en fait la problématique de recyclage aussi dans ce genre de disons de processus, en fait il faut absolument l'envisager. Voilà un peu pour nos expériences en termes de sobriété et numérique. Merci. Je note donc deux sujets. Donc le sujet de l'énergie, hein, qui est évidemment un sujet essentiel dans le numérique. Hein. Il y a toujours une courbe à la puissance, loi de Moore et autres étant intervenus, mais vraiment être en capacité de construire des matériels plus économes. Hein. Et on sait, et Rémi le disait, qu'il faut se méfier des chiffres un peu anciens. On sait que par exemple que les data centers sont de plus en plus à utiliser de l'énergie renouvelable ou de l'énergie verte, que vous l'appelez comme vous voulez, parce que ils ont cet objectif de réduire leur consommation énergétique, peut-être pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. C'est bien, ça tombe bien, les deux sont compatibles. Donc c'est quand même un sujet important, et il faut voir le numérique évoluant aussi positivement technologiquement, je pense, là-dessus. Et puis le deuxième, c'est sur le réemploi. Et la construction de filières en fait adaptées à cette démarche-là. C'est peut-être un rêve, hein, mais moi je rêve de comparer ça à la voiture. Aujourd'hui, il y a des voitures neuves, et puis il y a un marché de la voiture d'occasion qui est énorme en fait, qui est bien plus gros que le marché de la voiture neuve. On n'a pas du tout la même chose sur le numérique. Ça commence à venir avec des gens qui sont spécialisés, mais voilà, on a un vrai enjeu, je trouve aussi, sur cette problématique du réemploi pour faire durer les matériels plus longtemps. Je propose qu'on saute dans le monde un petit peu plus privé avec Charles et les sujets développement. Qu'est-ce que la sobriété numérique pour nous, une entreprise de 11 salariés? Ça passe déjà par la sobriété entrepreneuriale, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, il faut que dès le début, j'allais dire, il y ait cette intention, je pense, sur tous les sujets. Ça va passer par à la fois la sobriété environnementale qui est intégrée depuis un moment dans les entreprises. Et j'allais dire, ça avait commencé par une première phase chez nous où on avait déjà beaucoup discuté de ce qu'on pouvait faire. Et donc on a réduit nos déplacements, je crois, par 7 en 5-6 ans. On se déplace quasiment plus, ou si on se déplace, c'est vraiment parce qu'il y a une plus-value très forte. Voilà, on avait déjà commencé une démarche dans ce sens-là. Et le fait aussi d'être en coopérative avec une direction à plat et le fait de pouvoir discuter de tous les sujets, ça fait que très tôt, les salariés, les coopérateurs et coopératrices ont amené les problématiques bien avant qu'on puisse se les poser du côté de l'entreprise. Donc ça veut dire que très tôt, on a intégré des choses qui sont, je veux dire, du quotidien et du bon sens j'allais dire, de toutes les familles, mais on récupère notre marque de café, on a notre compost, des petites choses, mais ça reste anecdotique, et c'est sûr que pour se projeter un peu plus loin, il faut aller jusqu'à rechercher des fournisseurs responsables. Donc ça veut dire à la fois, plus particulièrement, on est au crédit coopératif, on est bien sûr chez Enercop où on a des titres participatifs pour encourager leur développement, et notamment dans le fait que dans la région centre, on n'a pas encore de SIC Enercop. Enfin, on a essayé aussi de sélectionner des fournisseurs. Je ne sais pas, si on fait faire des mugs, on ne va pas sur Internet, sur un site pour faire des mugs. On va trouver Pan Publicité à Jouer les Tours qui est à côté de chez nous. Si on veut acheter une table, on va la chercher dans la rue et sur le Bon Coin s'il faut. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et je crois que ce qui a vraiment beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'on est allé vers la sobriété des méthodes et des moyens. Parce qu'en fait, finalement, on s'est dit que ce mot, comme vous le disiez, il est assez ambigu, assez complexe à manipuler. Et finalement, il faut repasser par des choses très concrètes. Et donc, on s'est dit, sobriété de moyens, ça veut dire que même dans les projets qu'on mène avec les entreprises qu'on accompagne, il faut aussi qu'on inclue cette logique. Parce que c'est facile de faire le tri ou de mettre son marc de café dans une boîte et puis à la fin de ne pas trop réfléchir au moment où on est sur la production concrète de tous les jours. Et donc, c'est là où je pense que, et vous l'avez plusieurs fois cité, mais je crois que les logiciels libres, d'après nous, c'est un des éléments fondamentale de la réutilisation du code dans le numérique. Et ça, c'est un élément qui est quand même assez important. On dit bêtement, mais c'est ne pas réinventer la roue tous les jours, parce que ça a un coût énergétique, environnemental, et que cette roue, elle existe, elle fonctionne bien, et qu'au final, il n'y a peut-être pas besoin de chercher à changer la roue. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette méthodologie. C'est aussi l'agilité, comme vous avez dû déjà en parler, mais c'est que des fois, au lieu de
construire les plans de la cathédrale avant même de connaître les besoins de l'ensemble de la structure. Des fois, il faut passer par des petites étapes, faire du pas à pas, avoir des visions peut-être moins larges au début pour essayer de justement se concentrer sur les vrais points où le numérique peut apporter une solution immédiate, concrète, et qui vraiment se discute pas par rapport à une autre forme ou un autre usage. Et puis après, on peut aller sur d'autres domaines et puis on peut étendre parce que c'est bien aussi que le numérique apporte plus de facilité pour les utilisateurs. Mais voilà, le fondement, c'est qu'il faut vraiment être sûr que le sujet sur lequel on s'appuie peut être traité par le numérique. Et une fois qu'on a cette sobriété entrepreneuriale de méthode et de moyens, on arrive à la sobriété de moyens. Et donc c'est là où on va décider de choisir des PC assez puissants qui vont durer 4-5 ans, puis après les redonner aux familles ou à nos proches. On a décidé de ne pas avoir de smartphone, on a des lignes VoIP sur nos ordinateurs si on a vraiment besoin d'avoir une conversation téléphonique. On a des téléphones VoIP dans les bureaux qui sont loués depuis, je crois que ça fait 13 ans qu'on a les mêmes. On essaye en permanence d'être sur cette sobriété de moyens, même si on est bien conscient qu'on est loin de ce qu'il va falloir faire pour changer la donne, même au sein des entreprises. Voilà. Et vos clients achètent cette sobriété ? Je pense pas, non, justement, parce que cette sobriété, on la fait pas, déjà on l'expose pas, parce qu'on estime que ça fait pas partie de quelque chose qui je veux dire, c'est notre responsabilité individuelle de coopérateurs et de coopératrices de pouvoir déjà être content d'aller dans notre boîte et d'avoir tous les jours des pratiques les plus réfléchies. Alors, nous, dans le numérique, on parle beaucoup d'amélioration continue, c'est un concept un peu issu du toyotisme et tout ça, et on a essayé de l'appliquer un peu à cette logique, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps proposer des potentiels changements, les adopter, puis finalement arrêter si ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il faut être en permanence à se dire qu'on peut faire un peu mieux, même si au départ l'idée n'est pas forcément folle, ou du moins on ne s'attend pas à des changements importants. Et pour travailler, puisque vous êtes dans une société de développement informatique, vous avez des serveurs, vous avez des salles informatiques. Comment est-ce que ça, vous essayez de travailler dessus ? Tout à fait. Alors, c'est là où j'allais dire, c'est un peu votre question de la fin, il y a des choses qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, et puis il y a les choses qu'il faudra mettre en place plus tard. Et c'est vrai qu'il y a un hébergeur français qui a proposé, il n'y a pas longtemps, de payer les serveurs à l'heure, ce qui fait que ça encourage quand même l'idée de couper le serveur quand on n'en a pas besoin. Donc c'est une super idée, enfin super idée, ça ne va pas encore une fois changer le monde, hein, mais c'est toutes ces petites choses qui feront que demain on pourra peut-être avoir un impact, et donc on est encore dans l'idée de développer la solution qui va nous permettre de couper le serveur de visio le soir avant de partir du boulot, comme on éteindrait les lumières, ce qui n'est pas encore développé, puisque c'est des choses qui dans le quotidien ne sont pas forcément toujours prioritaires, mais je pense que c'est ça. Les questionnements qu'on a aujourd'hui vont faire que ces sujets-là vont remonter dans la pile des tâches et que finalement, ce petit bouton pour couper le serveur visio, ça va devenir un sujet important aujourd'hui, alors qu'on le laissait passer habituellement. Voilà. Merci Charles. Manu, dans la diversité des sujets, oui. Qu'est-ce que tu vois derrière la sobriété numérique ? Alors, j'expliquerai peut-être un petit peu avec 2-3 slides également. Je pense que la première chose pour savoir ce qu'est la sobriété numérique, c'est de constater qu'on est clairement en état d'ébriété numérique, à la fois sur nos consommations, y compris matérielles, de terminaux, y compris en termes cognitifs, surchargés, surpassés par toutes ces informations. Du coup, on appuie sur le petit bouton là, parfait. Donc voilà, nous on propose déjà de l'amour. En vrai, plus concrètement, effectivement, la Labomédia est une association qui est assez fortement technocritique. On a de notre côté effectivement un Fab Lab qui permet aussi aux gens de se réapproprier les technologies, y compris de les déconstruire, avec une réappropriation critique, y compris des usages qu'on en fait, d'apprendre à faire soi-même, d'apprendre avec ces mêmes outils évidemment à réparer. Alors ça peut être réparer un matériel électronique, ça peut être réparer un vélo, il n'y a pas de souci là-dessus. Et technocritique aussi sur les questions de surveillance, par exemple, et d'accumulation de données sur nous-mêmes. Ça représente déjà en soi une masse de données énorme, et ça limite potentiellement la capacité d'action qu'on pourra avoir pour agir sur les questions climatiques. On a également tout un versant artistique qui est très important, où on a à la fois des usages numériques, analogique également, biologique tout simplement sans rien faire d'autre, avec effectivement des créations d'œuvres et des accompagnements d'œuvres, beaucoup d'invitations d'artistes, etc., qui permettent aussi de critiquer, de mieux prendre du recul, voire de mieux reculer sur les questions de société numérique. Voilà, par exemple, quand un ordinateur plante, ça peut nous ramener un petit peu
à ce qu'on est réellement, une nature biologique, ou encore des solutions voilà, contre le solutionnisme technologique. Voilà, les réseaux nous rendent seuls, construisons donc une machine pour trinquer tout seul. Voilà, donc vous aurez compris le message, je pense. On travaille également pas mal sur l'aspect logiciel. Évidemment, on utilise énormément, quasi exclusivement, du logiciel libre. On en fait très largement la promotion. Et du coup, ce logiciel, on l'a dit plusieurs fois, permet de prolonger la durée de vie des appareils, en tout cas de ne pas contraindre les utilisateurs à changer d'appareils, de terminaux, etc. etc. Voire qu'ils soient simplement plus efficients. Voilà, des logiciels libres, il y en a plein. On peut faire à peu près tout ce qu'il faut avec en tant qu'utilisateur. Si vous avez des questions, pas de souci. On fait également de l'hébergement de services. En fait, on a créé un et plusieurs chatons. Les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Tout ça, des petits chatons sur Internet. Le principe, en fait, c'est de proposer des services libres qui sont des alternatives aux GAFAM que vous connaissez. Voilà, donc à la fois une petite association qui s'appelait l'Association pour le maintien d'une informatique paysanne orléanaise, et plus récemment Futuréthique, voilà, qui propose pas mal de services en ligne, hébergés sur un serveur lui-même alimenté uniquement avec de l'énergie renouvelable et qui propose que des logiciels libres. Donc voilà, l'initiative Chaton, par ailleurs, on est loin d'être le seul chaton ou tentative de chaton, il y en a plein partout en France. Et l'idée, c'est justement aussi de décentraliser un petit peu la donnée, de la rendre plus responsable et plus humaine. Mais comme on disait, on ne se limite pas au numérique, les questions sociales se posent et on ne fera pas de changement sans ça. Donc à la Labo Média, on fait beaucoup de médiation numérique, d'accompagnement à tous les niveaux, y compris des gens qui sont victimes des transformations des politiques publiques à qui on oblige du coup à utiliser le numérique parce qu'il n'y a plus d'accueil forcément physique sur un certain nombre de choses. Donc on les accompagne là-dessus, on les accompagne sur plein de choses, de changement de système d'exploitation, comment protéger sa vie privée. Et puis voilà, simplement j'ai besoin d'utiliser un ordinateur, je ne sais pas le faire, et ben ça tombe bien, on est là. Voilà, et également on travaille entre autres avec la région, on faisait déjà un petit peu voilà, sur la question de la réinstallation, du réemploi d'ordinateurs voilà, issus par exemple d'entreprises ou de services publics, leur réinstallation du coup sous Linux et dans un premier temps essentiellement à destination de jeunes qui ont du mal à s'équiper voilà, en matériel informatique avec un accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas de considérer que l'informatique et le numérique c'est naturel, bien au contraire, ça s'apprend. Donc voilà, et ça fait plein de petits cœurs. Et voilà, juste rappeler, ça tu en avais déjà parlé, le MIPS quand même c'est quelque chose d'assez important qui peut permettre de quantifier un petit peu la question de l'impact environnemental de la fabrication d'un appareil. En gros, c'est la quantité de matière pour fabriquer un appareil. Typiquement, ça pourrait se retrouver en étiquette de tout ce qu'on achète. À mon avis, ça nous calmerait beaucoup. C'est clair. En tout cas, ça ferait réfléchir à deux fois. On voit bien, hein, typiquement ce que illustrait Rémi, que quand on parle de sobriété, c'est tous les niveaux qui s'intermêlent, que ce soit le social, que ce soit évidemment l'environnement, que ce soit le technique, l'inclusion que tu as cité, et tout ça concourt globalement à cette sobriété numérique. Si on termine avec Laure Émilie sur cette question, comment, côté COP, vous avez pris en compte, ou vous prenez en compte ce sujet de la sobriété numérique ou du numérique responsable? Je pense que c'est ce sujet-là qui vient. Déjà au sein du conseil régional, puisqu'on a un enjeu au sein de notre administration dans l'exercice de nos compétences de réduire notre empreinte écologique, pas uniquement effectivement en termes de gaz à effet de serre, mais globalement l'exploitation des ressources liées au numérique et des enjeux qui se posent d'ailleurs à toute entreprise ou grande collectivité, hein, puisque la région, tant pour ses agents que dans le cadre des services numériques éducatifs, utilise énormément d'ordinateurs, de téléphones portables. Et donc il y a eu un enjeu de travailler en interne sur effectivement comment on peut réutiliser, allonger la durée de vie des équipements, les réemployer ou les recycler. Et donc une initiative qui a été mise en place pour pouvoir justement, travailler sur notre commande publique, très concrètement, et essayer d'allonger effectivement la durée des équipements qu'on achète, de pouvoir identifier les ordinateurs, notamment l'ensemble des équipements qu'on pouvait
réemployer et ensuite trouver une filière aussi pour pouvoir soit réemployer ou réutiliser ces équipements et notamment en faire en fait un enjeu de transition écologique, numérique, socialement juste et du coup pouvoir mettre ces ordinateurs, ces équipements à disposition des jeunes notamment. Et donc c'est pour ça qu'il y a un appel à projet qui a été initié dans ce sens-là pour un peu impulser la pompe que tu évoquais tout à l'heure. Finalement, c'est créer ces filières, structurer ces filières, faire un POC pour rester dans la terminologie du secteur, faire un POC et justement réussir sur les 6 départements à voir émerger ces triptyques d'acteurs entre ceux qui peuvent fournir les équipements, ceux qui peuvent les réemployer, les mettre en service et les mettre à disposition des publics cibles. Par ailleurs, dans le cadre de la COP, on a mené, toujours sur le volet interne, un certain nombre d'actions. Enfin, on a élaboré, les élus ont élaboré un plan de transition qui intègre notamment les enjeux du numérique, avec un enjeu d'accompagner, de former nos agents à l'impact notamment du numérique, les accompagner dans leur changement sur l'usage du quotidien. Alors effectivement, les mails, il y a quand même un vrai levier d'action. Les Teams aussi, c'est devenu un outil du quotidien extrêmement consommateur, mais c'est aussi sur nos smartphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, via la commande publique, on a aussi à disposition des Fairphone. Maintenant, trouver en interne des usagers de Fairphone, c'est un nouvel enjeu, mais il faut qu'on travaille dessus, puisque là aussi, on sait que voilà, ça peut avoir un impact réel. Donc cet accompagnement au changement-là. Et puis, enfin, c'est aussi s'interroger finalement systématiquement sur pourquoi on fait du numérique dans nos politiques publiques. On ne l'a pas abordé en introduction, mais on développe par exemple en région, enfin, le conseil régional avec des acteurs du territoire, un Climate Data Hub. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer un tiers de confiance, un entrepôt de données qui va permettre de traiter de la donnée afin de pouvoir effectivement développer de nouveaux services climatiques. Donc on est bien sur des enjeux de bien commun. Et donc, c'est de comprendre comment ces données peuvent être agrégées, utilisées et remises à disposition d'un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, c'est aussi s'interroger sur jusqu'où on va dans ces cas d'usage. Est-ce que vraiment, il faut aller mettre des capteurs partout? Enfin, c'est aussi ça la sobriété. C'est-à-dire que c'est justement essayer de trouver systématiquement le bon équilibre. Vaste sujet, hein. Le bon équilibre entre les services numériques et ce qu'il faut mettre ou pas mettre, c'est un sujet compliqué. J'y pensais hier, je ne vais pas dire où j'étais, dans quelle administration, mais j'arrive et dans les bureaux où j'ai un écran avec des infos qui vous donnent à droite pour aller tel bureau, puis l'écran change pour faire afficher une information de type publicité, si vous voulez. Et je me suis vraiment posé la question, mais qui c'est qui regarde cet écran réellement? Il tourne toute la journée. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre un écran et que la bonne vieille affiche et le poteau avec les orientations, est-ce que c'était pas suffisant? Mais voilà, c'était mon point de vue à un instant donné, et c'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'il faut ou pas utiliser du matériel informatique. C'est pas si trivial que ça, en fait. Absolument. Mais néanmoins, la donnée est nécessaire. On le voit, et peut-être juste pour faire l'atterrissage sur la COP, la COP a vraiment l'ambition d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire de casser un peu ces silos, d'essayer que les acteurs puissent se rencontrer, que des filières puissent se rencontrer et développer de nouveaux projets. Pour ça, il nous faut aussi de la donnée. Donc c'est vraiment la question du juste équilibre qui doit être posée. Comment aussi on exploite cette donnée, mais ça c'est encore un autre sujet. Et juste une dernière chose sur les actions qu'on mène et qui fait un lien avec ce que disait Manuel tout à l'heure. Et ça, c'est concret et on voit, et ça va peut-être ouvrir aussi sur les questions d'après. Dans le cadre de la COP, on met en place on a un site internet qu'on veut faire évoluer pour qu'il soit effectivement un outil vraiment d'intermédiation entre les acteurs. Évidemment, on lance un nouveau site, on veut qu'il soit le plus sobre possible. Trouver une solution, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur, la filière, n'est pas encore en mesure de développer, même les plus grands groupes, de développer des outils, ou alors ça coûte, on a reçu une offre à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une administration, pour une COP régionale, ça n'a aucun sens, et c'était uniquement parce que justement, il y avait cette ambition de sobriété numérique, d'accompagner les usages, l'usage des futurs utilisateurs, de limiter, effectivement, tu disais, le mégaoctet qu'on pouvait télécharger, etc. Ces outils sont très peu disponible encore aujourd'hui.
c'est un sujet très très compliqué où c'est l'œuf et la poule en fait. Donc on est compliqué. Je refais de la pub pour le MOOC, mais je crois que le MOOC a eu une démarche assez vertueuse sur la partie essayer de constituer un MOOC en ligne qui respecte un certain nombre d'enjeux. Je ne sais pas si tu faire un retour sur ce sujet-là, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Je n'ai pas participé à l'élaboration du projet, je suis arrivé un tout petit peu en cours après. Mais oui, il y a un enjeu, et je pense qu'il y a un enjeu d'élargissement du marché. Plus il y aura d'acteurs qui seront en capacité de faire des services numériques éco-conçus, on va dire, moins on aura ces problématiques-là qui effectivement sont des problématiques très très importantes. Je me sauve, je suis désolé, j'ai un train qui m'attend. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu en transport en commun. Je vais poser donc cette fameuse dernière question, qui serait plutôt, on se projette un petit peu, et là vous nous avez dit un peu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous aimeriez faire sur cette sobriété numérique? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Où est-ce que vous voudriez aller? C'est quoi les idées vraies ou farfelues, hein, qu'importe, qui vous paraissent importantes pour inspirer les personnes qui sont en face, les personnes qui sont derrière le stream, et peut-être les faire réagir. Hein, n'hésitez pas à réagir sur ces idées, ou vous-même, vous avez peut-être des idées à proposer sur ce sujet de sobriété numérique. Je vais rester sur le sujet de la région. Oui, le sujet de la région, je pense qu'il y a certainement un levier important aujourd'hui d'accompagner les plus jeunes publics finalement sur ces questions-là. On le voit, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont faites, mais finalement très peu sur le numérique. Or, j'ai lu dans une étude là, récemment qu'à 18 ans, maintenant, un jeune avait déjà changé 3 fois de téléphone. Quand on parle d'un turnover de 2 ans, on comprend effectivement qu'on arrive sur ça, mais là, il y a un vrai enjeu. Alors, on a des jeunes qui vont marcher pour le climat, qui pour certains deviennent flexitariens, voire végétariens, mais qui en revanche ont encore une consommation qui explose. Donc je pense qu'il y a quand même des actions sur ce sujet-là. Et puis peut-être le rêve le plus fou, c'est la transformation numérique de nos administrations, qui serait aussi plus durable. Donc je pense que ça va prendre du temps. Et puis le troisième, et les choses s'amorcent, hein, mais c'est effectivement cette structuration de filière pour pouvoir réemployer le plus possible en région les équipements. Je réagis juste sur le premier point, sur les jeunes, parce que je pense que c'est vraiment un élément très, très, très structurant et aussi plein de contradictions. Hein. Quand on parle d'environnement, ils sont très sensibilisés à ça et très sensibles, mais la mise en place opérationnelle pour eux dans leur quotidien est une chose plus complexe. On le vit, nous, hein, je change complètement de sujet, mais dans le transport en commun, où on voit bien que c'est pas si simple que ça de mettre en application les principes qu'on voudrait mettre en place sur le climat. Mais par rapport au téléphone et les 3 téléphones 18 ans, la grande chance, c'est que souvent, ils récupèrent les téléphones des parents qui ont déjà quelques années et ils les changent quand les parents changent. Donc en fait, il faut aussi toucher les parents. C'est un somme des deux, j'imagine. C'est plus un avis personnel. Messieurs, je vous laisse. Qui a envie de rêver? Difficile de rêver sur ce sujet-là parce que justement, je pense que vraiment ça passe par du petit pas et quand on est à 4-5 ans d'utilisation de son PC, c'est de se dire c'est pas fini, il faudrait aller un peu plus loin. Encore une fois, c'est retourner vers les logiciels libres et même plus généralement l'open source. En fait, quand on y repense, le fait que la majorité du secteur informatique s'est bâti sur le travail des universitaires des années 80 qui avaient pensé l'informatique comme quelque chose de commun dès le départ. C'est-à-dire que leur idée, c'était justement d'être économe en faisant des protocoles standards pour que tout le monde puisse interagir, pour que chaque device, chaque appareil puisse échanger. Et en fait, malheureusement, la société, et du moins les entrepreneurs, ont choisi une autre voie, ont fait un pied de nez aux universitaires. C'est-à-dire que les universitaires ont travaillé, ont offert leur travail en open source, puis les entreprises l'ont pris, et elles se sont arrêtées là. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas alimenté la roue qui aurait permis, je pense, aux entreprises de à la fois profiter du travail universitaire et d'aller plus loin avec leurs moyens, avec leur vision certainement aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même eu un arrêt de l'enjeu de l'open source dans les années 2000, quand les entreprises se sont concentrées sur leur développement plutôt que sur leur R&D ou des choses comme ça. On a oublié des étapes. Ces étapes, elles avaient été vraiment positionnées par les fondateurs. Alors oui, peut-être qu'il manquait encore un peu de diversité pour que ces étapes soient complètes. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi pas oublier l'histoire.
et pas se mettre une pression à imaginer le futur. Il faut aussi aller piocher. C'est pas une histoire de c'était mieux avant, mais c'est simplement de se dire qu'il y a des petites étapes qu'il ne faut pas oublier de conserver dans nos processus. Le bon sens, c'est une super petite étape au quotidien, et ça aide même dans le numérique. Et pourtant, ça s'est pas sorti d'une recherche folle, hein, le bon sens, je crois. Donc voilà, nous, nos petits objectifs, c'est de se dire qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est sûr que, comme vous l'avez tous dit, on se pose des questions, on ne sait pas... entre quelqu'un qui cherche un prestataire, qui essaye de faire, d'avoir des pratiques différentes, qu'est-ce que c'est que du low-code, qu'est-ce que c'est que de la low-tech. Là, il nous reste encore beaucoup de mots derrière les définitions, je pense, pour qu'on se saisisse de tous les enjeux. Voilà. C'est clair, il y a encore pour quelques années encore. Manu. Ouais, quelques réponses au passage sur des choses que j'ai entendues. Alors sur le fait de développer des sites web plus vertueux, on a déjà animé des ateliers sur le sujet et on peut le refaire, 10, 100, 1000 fois moins de consommation pour un site internet. C'est pas toujours si difficile que ça, donc faut pas hésiter. Sur l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important. On n'arrête pas de parler de logiciels libres comme solution. La première chose serait peut-être d'arrêter de les accoutumer aux logiciels propriétaires dès la plus tendre enfance. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Sinon, effectivement, les téléphones, on peut les allonger pas mal. Celui-là, il a 8 ans. Voilà, il marche très bien. Et du coup, juste pour revenir un petit peu au slide, si c'est possible... voilà, pardon, merci. On voit que les principales causes, entre autres, c'est le streaming, les pages web, etc. On peut en appeler à la consommation responsable, mais elle ne suffira pas, clairement. D'autant que, même si on est sur des changements culturels de longue haleine, on est aussi sur une urgence à 3 ans, a priori. Donc il est important à tous les niveaux, notre niveau, les niveaux régionaux, voilà, tous les acteurs, les citoyens, de légiférer sur la question de la réparabilité, de la recyclabilité, des ventes liées. Voilà, un système d'exploitation avec un appareil, ça crée de l'obsolescence programmée. Les walled gardens, hein, donc le fait de ne pouvoir installer des applications que d'une seule manière, ça vient d'ailleurs d'être toqué par l'Europe, voilà, contre les normes propriétaires, la publicité. Il faut réfléchir à pourquoi on change de terminal aujourd'hui. On nous y incite, on nous fait des offres de crédit, on nous force parce qu'on n'a plus de place sur notre téléphone, parce que le système d'exploitation ne permet pas de désinstaller des choses qui grossissent, alors que le téléphone, il fonctionne toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Voilà, etc. Pourquoi pas mettre le MIPS sur les produits? Pourquoi pas mettre un malus au neuf? Pourquoi pas interdire l'autoplay des vidéos, ce qui est complètement stupide et qui fait que des écrans se déroulent pendant des heures et des heures sans que personne ne regarde, y compris quand on dort. Voilà. Est-ce que la vidéo est toujours nécessaire, franchement? Je voulais vous en renvoyer à nos usages de YouTube en général. Voilà, la question du surveillance, etc. Donc ça, c'est sur la question de légiférer. Il y a une vraie question politique qu'on ne peut pas résoudre juste individuellement. Voilà. Et sur la question du financement, derrière, il y a peut-être des choses aussi à faire et à reprendre. Est-ce qu'éventuellement, on ne se poserait pas la question d'un pôle public du développement du logiciel libre, voilà, qui permettrait de répondre aux besoins de plein de structures et d'entreprises, y compris si ça a un vrai sens économique, de leur localisation, de ce développement, de mise en commun, d'une obligation pour les sites publics d'être des sites durables, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on propose vraiment de la vidéo? Est-ce que c'est utile? De la question du réemploi, donc de ce que proposait la région, justement, voilà, avec des filières de réemploi de machines, etc. Est-ce qu'il y a des marchés publics sur l'occasion, voilà, qui ont quand même un gros poids, hein, les marchés publics dans la commande, des fois, donc c'est intéressant. Et puis, comme de toute façon, on oblige les gens à utiliser le numérique, qu'à minima, on leur attribue un appareil, y compris quand ils n'ont pas les moyens, tous et toutes. Voilà. Des choses qui peut-être font rêver, même si elles vont être dures à mettre en œuvre. Ça fait rêver, oui. Je ne sais pas si ça fait rêver. Après, il y a des choses qui peuvent se mettre en place progressivement. Et alors, c'est vrai que la longue liste peut faire peur, mais l'idée est d'y aller progressivement. Pascal. Merci. Oui, bien effectivement, je pense qu'en fait, on est dans une situation où on est complètement accro en fait à des machines surpuissantes qui malheureusement nous permettent de faire énormément de choses, mais on n'y fait pas grand-chose finalement. Il y a une lapalissade qui dit que dans nos poches, sur nos téléphones avec la puissance de nos téléphones portables, les scientifiques de la NASA ont réussi à faire les opérations Apollo avec des puissances bien moindres. Donc en fait, ça laisse juste réfléchir sur la puissance vis-à-vis de l'usage en fait. Je pense que là, en fait, pour nous, en tant qu'acteurs, localement, là où nous sommes, en fait, c'est très compliqué d'agir sur cet aspect-là. En fait, effectivement, à part, on est en train de parler des devices eux-mêmes, en fait, des appareils qui sont
sont dans une course folle en fait de puissance. Donc cette course folle nous entraîne en fait malheureusement, et puis elle nous entraîne aussi dans une forme de confort à laquelle on est aussi un petit peu accro en fait, et le confort et la coolitude de voir des vidéos dans tous les sens, y compris voilà, sur toutes les applications que vous connaissez, que tous les adolescents adorent. Donc tout ça est très piégeux en fait. Donc comment en sortir, c'est pas hyper simple. C'est pas hyper simple. Pour aller très vite, il faudrait forcément la loi. Emmanuel en a parlé. Après, sur nos comportements, c'est très compliqué en fait de changer des habitudes quand on a beaucoup de confort d'un côté et disons de l'ascétisme de l'autre. C'est très compliqué. Pour ce qui est de Beta Machine, nous, à notre modeste niveau, on se pose des questions pour le futur. On va changer de lieu, on va changer de dimension. On va essayer de porter l'ambition de générer un maximum d'énergie pour nous, pour nos usages. On n'a pas encore toutes les solutions, mais en fait, ça va être une part du projet en fait de l'aménagement de ce nouveau lieu. Ensuite, on va continuer à faire les choses bien qu'on fait déjà, c'est-à-dire accompagner les gens à apprendre à réparer. On a un atelier de réparation qui marche hyper bien depuis des années. On va continuer à travailler aussi avec les acteurs du réemploi avec qui on a créé un collectif sur le bassin de Chartres avec plusieurs régies de quartier avec qui on porte un projet d'entité de recyclage et de réemploi en fait sur l'ensemble du territoire, quelque chose en mode réseau, étoilé, rhizomatique. Et puis, on va continuer à accompagner les gens à maîtriser leur informatique de manière intelligente et de manière économe, en utilisant idéalement du logiciel libre, car pour la majorité des usages, je dirais en termes de confort, pour ceux qui sont très attentifs à ça, on est comme largement à la hauteur des autres systèmes commerciaux, et surtout quand il s'agit de faire de la bureautique, de la consultation internet, etc., qui sont la majorité des usages. Emmanuel le montrait encore tout à l'heure. Donc on va accompagner en fait les gens. Nous, notre rôle en fait, il est là dans le partage de la connaissance, dans le partage de la maîtrise technique en fait des outils technologiques qui nous entourent et qui nous ensevelissent un petit peu, de reprendre un peu la main là-dessus et d'aider les jeunes de 7 à 77 ans et plus à être en mesure de vivre dans ce monde de plus en plus numérique. Merci. Beaucoup d'idées. J'ai essayé de réfléchir comment j'allais synthétiser ça et je ne vais pas y arriver. Je remets quand même quelques éléments vraiment fondamentaux qui nous ont été dits en termes d'action. Je pense que le sujet du matériel, ça a été dit et redit, mais c'est prolonger la vie de vos matériels. De façon très concrète, je pense que c'est un point hyper important. Que ce soit au travers du réemploi, que ce soit ou tout simplement de les garder 8 ans, comme Manu de son téléphone portable. Essayer de garder un peu plus longtemps, même si ce n'est pas obligatoirement ces 8 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans. On a une action importante, ça a été dit et redit par Romain. Le deuxième sujet, c'est un peu pareil, c'est réfléchir aux services numériques qu'on a vraiment besoin et qu'on utilise. Est-ce qu'on a besoin de regarder toutes ces vidéos? Voilà, après, chacun individuellement aura envie, c'est son loisir, donc, ou son activité professionnelle. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser. Moi, je trouve que c'est un point important. Il ne faut pas culpabiliser de faire du numérique. Mais il faut au moins réfléchir sur, voilà, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de l'utiliser. Pour les entreprises, ces deux sujets restent complètement d'actualité. Il y a vraiment le sujet sur les méthodes de travail, sur la manière dont on travaille, du lieu où on travaille, de la manière dont on gère ses équipes, qui sont vraiment aussi à prendre en compte dans ce sujet de la sobriété numérique et plus globalement de la sobriété de l'entreprise, en fait, hein, tout simplement. Et puis peut-être le dernier point qui a été redit, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, je pense que ça a été dit,
voilà, associer numérique et environnement, c'est un sujet compliqué. Et donc, il faut expliquer avec des mots simples l'enjeu, sans culpabiliser, je le redis, mais c'est un point super important, je pense, et faire comprendre que on utilise un matériel qui consomme du CO2 ou qui consomme des terres rares, qui consomme de l'humain. Voilà, c'est un ensemble et il faut bien le faire comprendre, mais avec des mots simples et des actions très opérationnelles et très concrètes. Bon, un résumé à ma sauce, hein, ça donne pas tous les éléments, mais ça donne des pistes pour ceux qui, en présentiel, vont rester pour la suite. Je pense que j'ai à peu près répondu poser les questions qui sont arrivées. Je rebondis quand même sur un sujet, puisque Manu avait parlé de la capacité de rendre les sites sobres et plus sobres. Et c'est vrai que ça n'a pas été dit, et je le remets en valeur parce que ça a été dit dans une question, c'est aussi l'occasion de profiter de rendre les sites accessibles, notamment voilà, aux personnes avec une situation de handicap. Tout simplement en mettant moins de vidéos, vous réglez déjà pas mal de problèmes sur l'accessibilité de vos sites internet, et les textes et les images des fois sont largement suffisantes. Manu, je ne sais pas si tu veux compléter, mais je pense que on peut coupler les deux, et c'est quand même un point important, c'est essayer de coupler cette sobriété numérique avec l'inclusion, l'accessibilité, etc. Non, mais juste pour compléter sur la question des sites internet, oui, alors effectivement, du coup, quand on peut se dispenser d'une vidéo, c'est parfait. Quand on peut se dispenser d'audio, c'est parfait. Quand on peut se dispenser d'images ou simplement les tramer, les réduire à leur portion congrue, c'est très bien. Quand on n'est pas obligé d'utiliser des frameworks, on va dire des gros programmes pour déjà tout fait pour faire son site internet, c'est très bien. Souvent, on a juste envie de mettre en avant quelques contenus, et ça se fait très bien depuis très longtemps, d'ailleurs en HTML. Donc, juste, voilà, ce genre de choses à réfléchir. Très bien. On va s'arrêter là. Je veux tenir à remercier les 4 intervenants pour leurs idées, leurs présentations, et d'avoir essayé de défendre cette idée du numérique responsable. Je vais utiliser le terme de Rémi pour terminer. Merci à ceux qui nous ont suivis en live. Merci au public présent. Nous, on va, pour les gens qui sont présentiels, continuer avec un atelier et un peu plus de réflexion. Et puis, pour ceux qui sont en live, on retrouve sur un dernier organisation du Mantech Day qui aura lieu à Tours, hein, ce que présentait Baptiste tout à l'heure, le 26 avril à Tours, sur le sujet de l'inclusion. Voilà, merci à tous.